Nacker conduit le lecteur avec le plus grand naturel dans les replis de la conscience, exercice narratif qui requiert des dispositions de chaman, de barde ou de poète. L'humour en sourdine rajeunit les archétypes, l'enchantement guette au passage. Le poète en vous se reconnaît-il dans ce portrait? Ben, c'est le plus beau portrait dont on puisse rêver. C'est vrai que c'est une des critiques que je préfère. C'est vrai que je n'aime pas rester dans l'anecdote, dans les petits faits. J'aime descendre le plus vite possible dans le fond, dans le vrai fond. Parce que je trouve que c'est là que se trouve l'essentiel pour moi. J'aime aller droit au but. Oui. Donc, vous avez des dispositions de chaman et de poète. Et il y a un élément de la nature qui est fort significatif pour vous, c'est l'eau. D'ailleurs, il y a une rivière qui coule pas très loin de Lambermont. Lambermont, hein? Parfait. Alors, vous êtes issu d'une famille de bateliers. Pourriez-vous nous en parler? Je ne sais pas si on sait ce que c'est ici, les bateliers. Ces péniches qui transportent des marchandises sur les canaux et les rivières chez nous. Dans ma famille, ils sont bateliers de père en fils depuis très longtemps, tant du côté de ma mère que du côté de mon père. Il ne faut pas... donc ce sont des nomades en quelque sorte, mais ça n'a pas de comparaison avec la vie des tziganes, ça n'a rien à voir. Ce sont des gens beaucoup plus conformistes que les tziganes, ils n'ont rien de ce côté un peu à côté. Ils sont dans le monde. D'ailleurs, bien souvent, ils ont une maison quelque part et de la famille à terre, comme ils disent. C'est très drôle d'ailleurs parce que certains bateliers pensionnés, lorsqu'ils quittent leur maison, quand ils sortent, ils vont faire des courses, ils disent qu'ils vont à terre. J'aime bien cette expression. Peut-être aussi que ce milieu m'a permis d'avoir un recul par rapport aux gens de la terre. Les bateliers, en wallon, on appelle ça les biaises d'eau, les bêtes d'eau. Et j'ai voulu réagir aussi vis-à-vis des images que les gens avaient sur ce milieu. Chez nous, les bateliers, ça a un côté un peu bucolique, romantique, le bateau qui passe lentement sur la rivière, les chansons qui y sont associées, le chaland qui passe. J'ai écrit plusieurs livres là-dessus, notamment des témoignages de bateliers que j'ai récoltés, et Bateau-Ciseaux, qui est ici, qui est plutôt ma vision personnelle de ce que j'ai vécu sur le bateau. C'est un métier dur, j'ai vu mes parents quand même se tuer un peu à la tâche, et qui est loin de ces images bucoliques, rêveuses qu'on a tendance. Il y a un très beau film sur ce métier qui s'appelle La Talente, de Jean Vigo. Jean Vigo est un réalisateur français qui est mort, je pense, très jeune. Je ne sais plus si c'est à 24 ou à 28 ans. Il est mort très très jeune. Et ce film est magnifique avec Michel Simon. La Talente. Vous avez vécu quelques phénomènes de synchronicité qui sont reliés à la bétellerie. Pourriez-vous nous en parler? Ça vous plaît, ça m'intéresse. La synchronicité, oui. J'ai commencé à les noter quand ça m'est arrivé de plusieurs fois. Le premier théâtre, au début j'étais comédienne, le premier théâtre dans lequel j'ai travaillé s'appelait le théâtre de l'Ancre. Les premiers boulots que j'ai fait à la radio-télévision belge étaient les communiquer à la batellerie. On leur disait dans quel état étaient les canaux, les fleuves, les écluses. Et puis le plus saisissant, c'était un jour où j'ai emprunté une cassette vidéo chez ma belle-mère. Je voulais regarder un film. J'ai mis la cassette dans le lecteur, j'ai allumé, et ce n'était pas du tout ce que je voulais voir. C'était une série télévisée qui s'appelle Perry Mason, une série policière, je pense. Et donc, je pensais, j'allais éteindre cette cassette. Et puis, j'ai vu la Seine, Notre-Dame, et un bateau passer. C'était le bateau de mes parents. Bon, je suis revenue en arrière, j'ai regardé à nouveau. C'était le bateau de mes parents, qui avait un nom très comique, qui s'appelait « Ça me suffit ». Et donc, j'ai imaginé par la suite, à l'époque où ce feuilleton a été tourné, j'étais enfant, j'étais petite. Donc j'ai imaginé que je me trouvais dans ce bateau pendant que je regardais le film. Je devais être à l'intérieur, une petite fille. C'est quand même saisissant. J'ai une amie qui a vécu... j'ai lu quelques livres là-dessus, et j'ai prêté ce livre... je crois que ça s'appelle Les hasards nécessaires, à une amie qui est conteuse, qui s'appelle Michel Nguyen, qui était en voyage, et qui lisait donc ce livre.
Et quand elle est arrivée, je pensais que c'était à Lyon, chez les organisateurs du festival de contes où elle allait conter, la dame qui l'a accueillie lisait le même livre. Il faut le faire. Dans une de vos émissions radiophoniques, vous dites que Tolstoï écoutait une autre voix que celle de sa conviction morale personnelle. Tolstoï écoutait la sagesse du roman. Tous les vrais romanciers sont à l'écoute de cette sagesse suprapersonnelle, ce qui explique que les grands romans sont toujours un peu plus intelligents que leurs auteurs. Les romanciers qui sont plus intelligents que leurs œuvres devraient changer de métier. C'était une citation de L'art du roman de Milan Kundera. Vous citez ensuite Albert Camus. Si le monde était clair, l'art ne serait pas. L'œuvre d'art naît du renoncement de l'intelligence à raisonner concret. Est-ce que vous vous reconnaissez dans les propos de Kundera et de Camus? Ça fait chic, hein, des citations comme ça. Oui, c'est pour ça que je les ai placées dans mon site, parce que je m'y reconnais complètement. Pour moi, écrire n'est pas une entreprise intellectuelle. Loin de là. Ça fait plutôt, j'entre dans un univers où la conscience n'a plus rien à voir. J'entre en communication avec la matière, avec ce qui nous compose. Il ne faut pas oublier que nos composants, c'est un peu comme un jeu de cartes. Ils ont été remaniés plusieurs fois avant notre naissance et ils le seront encore après notre mort. Oui, pour moi, écrire n'a vraiment rien à voir avec un acte intellectuel. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les questions sont plus intelligentes que mes réponses. Selon vous, pour écrire, il ne serait pas nécessaire d'avoir à dire. Juste la parole passée. Quelque chose se dirait de lui-même. La poésie parlerait plus directement à notre inconscient. Ainsi, l'écriture vous a permis de vous laisser descendre au fond de vous-même. Pourriez-vous nous parler un peu de votre expérience? Vous parlez du fond de moi-même. Mon expérience. L'écriture est très différente. Si j'écris une pièce de théâtre ou un roman, ça va être très très différent. C'est des états de conscience un peu similaires, mais pas complètement pareils. Par exemple, si j'écris une pièce de théâtre, ça ne me dérange pas trop d'être interrompu. Mon fils peut venir me dire « Tiens, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Ça ne va pas être très important. Je vais laisser les personnages se débrouiller un peu entre eux, je vais les retrouver, et puis bon, je vais voir ce qui se passe. Oui, je perds un peu le fil, là. Je vois le temps qui file, alors on va passer tout de suite à ces dernières parutions. On va commencer avec un titre fort amusant, « Vilain crapaud cherche jolie grenouille », qui a paru cette année. Un petit roman de quelques 150 pages à l'écriture pétillante, un texte plein de fraîcheur et d'insouciance. C'est l'histoire de Laurent, jeune ado dégingandé, maladroit, pas trop bien dans sa peau acnéique. Laurent, en plein âge ingrat, n'a pas trop la cote côté fille et amourette. Pourtant, il lit Rimbaud et Villon. Un jour, il trouve un poème dissimulé dans son sac. Il en deviendrait presque romantique. Il part alors en quête de cette mystérieuse inconnue. Les filles jusqu'alors l'intéressaient très peu. Depuis cette lettre, il se met à enquêter, à regarder les demoiselles d'un peu plus près, dans l'espoir de démasquer la belle intrigante. Quand vous avez écrit Vilain crapaud, votre fils avait 13 ans. C'est lui qui vous aurait incité à écrire. Oui, d'ailleurs, pour écrire ce livre, je me suis inspirée de beaucoup des petites choses qui lui sont arrivées, notamment, et ça c'est vraiment un des éléments déclencheurs du livre et de cette histoire avec Rimbaud, son institutrice à l'époque, quand il était en 5e année primaire, donc il devait avoir 10 ans, leur avait demandé d'écrire un poème. Il avait écrit un poème assez dur, ça parlait de camps de concentration, de prisonniers condamnés à mort, et elle a été très insultante, elle lui a jeté le poème à la figure en lui disant « ton poème est horrible ». Bon, c'est une chose à ne pas faire quand on est soi-disant un maître. Et donc il est revenu à la maison vraiment en colère. Il a un punching ball à la maison. Le punching ball s'appelait Madame Merlot. Il servait à défoncer la tête de cette vilaine dame.
Et moi, il m'a parlé aussi d'un autre copain qui avait été puni parce qu'il avait écrit un poème qui était un peu rigolo et un peu vulgaire, qui parlait de derrière, qui puait le camembert, enfin je sais plus, il faisait des rimes comme ça. Et donc j'ai sorti un recueil de Rimbaud, j'ai sorti les poèmes utiques de Rimbaud, qui sont des poèmes bébêtes. Et je le lui ai lu. Il m'a dit, quoi, c'est Rimbaud qui a écrit ça? Je dis, oui, c'est Rimbaud, Rimbaud, le grand Rimbaud, tu vois, il a écrit des conneries pareilles. Et je dis, la prochaine fois que tu dois écrire un poème pour madame, peut-être que tu copies celui de Rimbaud, tu signes de ton nom et on verra bien ce qu'elle va dire. Malheureusement, ça n'est pas arrivé. J'aurais bien aimé que ça puisse arriver. Et donc, oui, je voulais, par ce livre, aussi me venger de cette méchante dame. S'il y en a qui voudraient parler, lui poser des questions, vous avez juste à nous le dire, puis on va vous donner... Oui, d'accord. Non? La question antérieure à cette dernière question-là, où il était question de le moment d'écriture théâtrale versus l'écriture poétique. Tu sais que dans l'écriture théâtrale, vous pouvez être interrompu et puis ça ne dérange pas, mais vous êtes arrêté là. Oui. Oui, j'ai eu une espèce de bug comme ça. Mais oui, c'est très différent. Par exemple, c'est très précieux de pouvoir être ici pour terminer le roman. Je suis dans l'écriture du deuxième roman pour adolescents. C'est très précieux parce que je n'ai quasi que ça à faire, sauf me faire une petite tambouille le soir ou de temps en temps aller visiter quelque chose. Et ça me permet de rester dans l'atmosphère. Je sais qu'il y a des moments où, quand je suis à la maison, si je suis dérangée, ça va me mettre de mauvaise humeur. Et puis même, j'ai besoin, si je descends de mon bureau et que je vais dans la cuisine me servir un verre d'eau ou me faire une tasse de thé, de rester avec ça dans ma tête. Mais par contre, là, je vais rencontrer mon compagnon, qui est aussi un créateur, qui va me parler de ce qu'il fait. Je vais rencontrer mon fils, qui dit « Tiens, j'ai envie que tu me conduises chez un copain. » Et ça va casser tout ça. Donc c'est vraiment autre chose. Et je crois que les hommes ont plus de facilité à être dérangés. Je crois que l'homme réintègre tout de suite sa bulle. Une femme, une mère, non. J'ai le cordon qui reste attaché là, à mon fils qui est à quelques mètres plus loin. Pour l'instant, le cordon, il est très long. Mon fils est dans le Yorkshire pour le moment en Angleterre et moi je suis ici. Donc c'est très bien. Oui, c'est très difficile d'expliquer le phénomène de l'écriture et je crois qu'on ne doit pas essayer de trop comprendre non plus. Il faut garder cette innocence. Si on perd son innocence, on se flétrit, je pense, qu'il y a un risque de s'assécher. Vous avez écrit un livre très intéressant, La concordance du temps, et je pense qu'on va commencer avec la lecture de